Et Julien Aubert, merci d'être avec nous. Bonjour. Julien Aubert, vous êtes vice-président des Républicains. Vous avez publié la semaine dernière une tribune sur la politique énergétique française. Depuis, c'est un cataclysme, c'est la crise au sein du gouvernement. Vous êtes un climato-sceptique, vous êtes un trumpiste, vous êtes peut-être un danger populiste pour la France. Voilà ce que la morale qui est entre les lignes. Hein, voilà comment je peux résumer. La moraline. Oui, je dégouline de moraline. Vous savez, sur le climat, on fait très attention. L'ARCOM guette. Donc je vais faire attention à ce que vous allez me dire. Ah oui. Je ne veux pas de climato-sceptique sur le plateau, vous voyez. Sur vous déjà. Voilà, je fais très attention à Je me surveille. Mais c'est incroyable le fait à travers ce débat, on met de côté les spécialistes de la spécialité et ce sont les idéologues qui ont pignon sur rue. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais parce que ce n'est pas un débat. Et en fait, d'ailleurs, c'est l'un des problèmes de l'écologie type écologiste. C'est-à-dire que c'est une écologie anti-humaniste. Elle le raisonne comme les curés du Moyen-Âge qui montaient en chair en vous disant « Attention, si vous ne croyez pas, vous ne faites pas ça, vous irez en enfer ». Eh bien, c'est exactement. Donc, nous avons bâti la démocratie justement pour permettre l'esprit critique, pour permettre collectivement de prendre des décisions démocratiques. Mais ces gens-là vous disent « Circulez ». Nous avons fait le diagnostic, nous avons le médicament, il y a une maladie, le médicament est prévu, et si vous êtes contre le médicament, c'est vous êtes dans le camp du mal. Bon. Moi, je plaide pour un débat démocratique. Eh ben, on va en débattre évidemment, parce que c'est une journée décisive aujourd'hui sur les questions de l'éolien et du photovoltaïque, de l'énergie de manière générale. Bon, pardonnez-moi l'expression, c'est le bordel dans le gouvernement, mais aussi chez les Républicains. Non. Je n'y comprends rien. C'est-à-dire qu'il y a des Républicains au Sénat qui pensent l'inverse que ceux de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'il y a une ligne claire chez les LR ? Vous savez, nous sommes un parti gaulois. Oui, donc c'est normal que, comme tous les Gaulois, il y ait des réfractaires. Nous avons désormais notre chef. Nous avons notre Vercingétorix. Oui. Et je pense que Bruno Retailleau s'est exprimé de manière très claire. D'ailleurs, il y a une consultation des adhérents Les Républicains qui tourne en ce moment, qui montre à une écrasante majorité le soutien de nos adhérents. Donc, que nous ayons en notre sein des gens qui ne soient pas d'accord, c'est la liberté. Je viens de vous dire qu'il fallait avoir un débat. Moi, je suis pour le débat. Après, le débat, oui. La discipline aussi. Bon. C'est-à-dire que quand on est dans un parti politique, on ne peut pas non plus tirer contre son camp en permanence. Bon, moi, je suis comme le commun des mortels. Je n'ai pas compris la ligne des Républicains. Quelle est la ligne sur l'énergie ? La ligne des Républicains, c'est une hiérarchie en considérant que d'abord, il faut sauver le soldat nucléaire et investir dans le nucléaire. 2, que nous sommes pour les énergies renouvelables, mais que quand elles sont compétitives et capables de produire l'électricité à bas coût, il n'y a pas lieu de les subventionner. 3, que cet argent ainsi dégagé permettra à la fois de financer du nucléaire, mais aussi d'autres énergies renouvelables qui en ont tout autant besoin. Et 4, que indépendamment de ces questions économiques, il y a des questions d'acceptabilité sociale et qu'au sein de ces énergies renouvelables, il y en a certaines qui sont plus acceptables que d'autres. Et effectivement, l'éolien terrestre, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Quand vous voyez les dégâts que ça peut causer, vous avez des choses comme la géothermie, le biogaz. Enfin, nous avons quantité, je dirais, de domaines où on peut essayer de diversifier notre pack énergétique. On va en parler longuement, mais je voulais quand même qu'on commence cette émission par un hommage à Olivier Marleix, puisque la classe politique, vous l'avez su depuis hier après-midi, est en deuil, et puis votre famille politique l'était également. Olivier Marleix, dont on a appris le décès à l'âge de 54 ans. Les conditions de sa mort restent encore floues. Le grand public, je pense, ne le connaissait pas forcément, mais j'ai été frappé de voir l'unanimité qu'il pouvait faire au sein de la classe politique. C'est-à-dire qu'il y a eu des hommages de tous bords politiques, allant de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Éric Zemmour. Et en coulisses, on nous parle d'un homme intègre, d'un homme qui avait la passion de la chose publique, qui était le contraire d'un homme de carrière et de calcul et qui avait pour dégoût la corruption. Je vous propose cette séquence où Naïma Mouchou, à l'Assemblée nationale, qui est la vice-présidente de l'Assemblée nationale, mais qui présidait la séance, apprend le drame, qui va suspendre la séance et l'annoncer aux députés. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur le ministre, mes chers collègues, une terrible nouvelle et qui concerne l'un de nos collègues vient de me parvenir par décence et par respect et dans l'attente d'une confirmation. Je vais suspendre quelques minutes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'immense tristesse de vous confirmer que notre collègue Olivier Marleix nous a quittés. C'est une onde de choc. La présidente lui rendra hommage dans les formes les plus solennelles demain à 15h. Dans l'attente et en sa mémoire, je vous propose de respecter une minute de silence.
Et ce matin, je vous propose d'écouter plusieurs réactions politiques rendant hommage justement à Olivier Marleix. Nouvel hommage sera rendu cet après-midi à 15h à l'Assemblée nationale. C'est un grand moment de tristesse. C'était un parlementaire actif, un président de groupe actif. C'est un drame pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis. Mais c'est aussi, je crois, un drame pour l'Assemblée nationale de perdre un parlementaire de cette qualité. C'était évidemment un adversaire politique, mais un adversaire politique toujours respectueux, avec qui on avait plaisir à débattre et qui avait montré à de multiples reprises dans son parcours politique, en particulier son attachement à la nécessité de défendre la souveraineté industrielle de la France. Je retiendrai l'image d'un parlementaire exigeant, rigoureux, respectueux dans le débat, avec qui même les désaccords donnaient lieu à des échanges riches, nourris. Julien Aubert, je me tourne vers vous. Je le disais, votre famille politique est en deuil. Que retenir d'Olivier Marleix ? D'abord, c'est un gaulliste. Et un des derniers d'ailleurs, attaché à la souveraineté, très combatif. C'était une personnalité attachante parce que il avait d'abord c'était quelqu'un de pince sans rire, un peu taciturne, quelqu'un qui ne se livrait pas facilement, et en même temps un compagnon de banc à l'Assemblée nationale, rigoureux, fiable. Bon camarade, jouant en collectif. Et donc, c'est à cette aune, je dirais, de ce portrait assez bref qu'il faut comprendre à la fois le choc, parce que c'est quelqu'un de jeune, hein, et on a commencé même génération. Je pense à son père. L'une de ses grandes fiertés, c'est d'avoir siégé avec son père pendant un mandat. L'autre fierté, c'était d'avoir été président du groupe. Mais je dirais, ce collègue qui n'était peut-être pas le plus bavard de tous, c'était pas un tempérament méditerranéen, Olivier Marleix, c'était quelqu'un de très respectable parce qu'il n'a jamais failli et qui s'est toujours attelé à la tâche de redresser ce pays, de contribuer. Donc c'est un drame évidemment familial pour quelqu'un de sa génération, et pour notre famille politique, c'est la perte d'un talent. Georges Fenech. Oui, moi je suis très bouleversé, je le connaissais très bien. Et je l'ai surtout connu lorsqu'il était membre de la commission d'enquête sur les attentats de Paris, que j'avais présidé. C'était beaucoup investi, je pouvais beaucoup compter sur lui, toute la commission d'ailleurs. Et on ne s'explique pas un tel drame, comment voulez-vous, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à y croire. Franchement, Julien, qui nous ait quittés de cette façon-là, c'est tout à fait désarmant et on perd quelqu'un de formidable, quoi. C'est la part d'ombre qu'on ne connaît pas. Eh bien voilà pour l'hommage qu'on pouvait rendre à Olivier Marleix ce matin, et pensons bien évidemment à ses proches, à sa famille, à ses 2 enfants, à son épouse, et la décence, la pudeur fait qu'on n'entrera pas dans le détail de sa disparition, bien évidemment. Dans l'actualité, je le disais, l'avenir énergétique de la France est débattu ce mardi au Sénat sur fond de crise gouvernementale XXL. L'heure de la clarification aussi chez les Républicains entre les partisans du moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque à l'Assemblée et ceux qui ont voté contre au Sénat. Je le disais, Julien Aubert, vous avez publié une tribune à 3 mains, puisqu'il y avait également 6. Je ne sais pas, vous êtes ambidextre Non, ça n'avait rien. Donc avec François-Xavier Bellamy et avec Bruno Retailleau, dans laquelle vous plaidez pour la fin des subventions publiques pour l'éolien et le photovoltaïque. Ça a fait un scandale, et Marc Ferracci, qui était notre invité, en a parlé ce matin. Je vous propose de l'écouter, vous allez peut-être lui répondre. Je note simplement, et pour être un peu taquin avec mon collègue Bruno Retailleau du gouvernement, qu'il a défendu les éoliennes par le passé lorsqu'il était président du Conseil général de Vendée. Et j'étais moi-même dans son département il y a quelques jours pour visiter un parc d'éolien en mer. Je peux vous dire qu'il y a des emplois industriels associés à l'éolien, associés aux énergies renouvelables. Donc cette idée d'un moratoire ou d'arrêter de financer les énergies renouvelables, je pense que ça n'est pas une bonne idée pour des raisons pragmatiques. Bon, les raisons qui sont donc pragmatiques. Julien Aubert, vous répondez quoi à ceux qui disent que c'est de la folie, cette idée du moratoire ? Il mélange tout. Comment ? Il mélange tout. Il mélange l'arrêt des subventions avec le moratoire. C'est pas la même chose. À un moment donné, les mots ont un sens. Le moratoire, ça veut dire on arrête de construire, que vous soyez économiquement viable ou pas viable, on arrête. Bon, pour des raisons d'acceptabilité sociale ou d'autres raisons. L'arrêt des subventions, c'est un raisonnement économique. C'est de dire, nous dépensons 5 milliards d'euros par an pour aider 2 filières parmi une quinzaine de filières d'énergie renouvelable. Ça, j'avais fait des calculs quand j'étais le rapporteur du budget écologie, donc en 2019-2020.
c'était 120 milliards d'euros d'ici 2028. On nous explique, ou 2038, pardon, on nous explique que nous allons avoir effectivement des besoins. On le voit sur l'habitat, on explique qu'on n'a pas assez d'argent. Le fonds chaleur, on n'a pas assez d'argent. Donc, c'est une question d'allocation budgétaire. Et les gens réfléchissent comme si c'était une vache sacrée. C'est très français, ça. On a toujours financé, donc on financera toujours. Alors que vous avez... Hier, j'ai visité une entreprise à côté, en Eure-et-Loire, justement, le département d'Olivier Marleix. L'entreprise Roi. Leader dans le photovoltaïque. Que m'a dit son patron ? Nous n'avons pas besoin de subventions. Nous ne voulons pas de subventions. Nous n'avons pas besoin de subventions. Ce dont ils ont besoin, en revanche, c'est de la stabilité réglementaire. Et on est tout à fait d'accord. Donc, il faut arrêter, si vous voulez, avec cette espèce de discours démagogique consistant à dire l'argent public, on peut continuer à l'alimenter. Il faudrait, pourquoi ? Parce que c'est l'éolien, donc c'est issu de, je dirais, du droit divin. Bon, voilà. Donc il n'a pas compris, si vous voulez, la position, ou il fait mine de comprendre. Après, vous avez tous les gens qui vous disent c'est climato-sceptique, comme si, quand on débat au sein d'une transition énergétique, en disant je préfère une énergie décarbonée plutôt qu'une autre, on voudrait dire qu'en fait on veut recarboner. Donc investir dans le nucléaire, ce serait recarboner l'économie. Là encore, c'est un mensonge. Et enfin, vous avez M. Attal, qui a eu le bonheur de nous sortir que pendant la canicule, vous vous rendez compte, au cœur de la canicule, proposer d'arrêter de subventionner les énergies renouvelables matures. Mais au pic de la chaleur de nuit, quand vous avez mis votre climatiseur, il n'y a pas de solaire, parce qu'il n'y a pas de soleil, et il n'y a pas de vent non plus. Donc vous aviez 3% de l'électricité qui nous servait pour les climatiseurs, qui venait de ces énergies dites matures. Donc, à un moment donné, un peu de sérieux. Moi, je veux bien avoir un débat, mais je ne veux pas avoir un débat avec des idéologues ou des ayatollahs. Je veux avoir un débat avec des gens qui connaissent, je dirais, le sujet. Et je terminerai sur un point, c'est qu'après, vous avez une question, je dirais, de proportion dans le mix électrique. Quelle proportion pour le nucléaire ? Quelle proportion pour les énergies renouvelables ? Il ne s'agit pas d'un débat idéologique. Il s'agit d'un débat scientifique. Quand vous voyez ce qui se passe en Espagne, où le réseau a sauté parce que vous avez trop d'énergie renouvelable, trop d'intermittence, et que vous avez un problème d'équilibrage de la tension, je dirais, c'est pas une opinion en réalité, c'est la science. Et le seul qui a eu le courage d'en parler, c'est François-Xavier Bellamy. Il s'avère que François-Xavier Bellamy, au moment du fameux blackout, il était présent en Espagne et on l'entendra dans un instant. Je vous propose qu'on écoute Daniel Grémillet, qui est la plume de cette proposition de loi sur la programmation énergétique. C'est un sénateur, les Républicains. Écoutons ce qu'il disait ce matin. Le moratoire n'a pas de sens, puisque le moratoire, aujourd'hui, il ne peut pas permettre effectivement de corriger la décision dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir que nous n'avons aucune capacité supplémentaire d'énergie sur nos territoires, qu'il y a là encore besoin de décarboner et qu'il y a besoin d'être en capacité d'augmenter l'électrification des usages si on veut être au rendez-vous par rapport à l'évolution climatique. Et je le disais, on entend peut-être beaucoup trop les hommes politiques et trop peu les spécialistes de la spécialité parce que peut-être qu'ils dérangent, vous parliez d'ayatollahs, d'idéologues, ceux qui refusent d'avoir un débat sur la question de l'éolien et du photovoltaïque et des subventions publiques. Écoutons donc M. Proglio, Henri Proglio, qui est l'ancien patron d'EDF. Hier, il était interrogé chez nos confrères du Figaro et il explique que la France n'a pas besoin de l'énergie renouvelable non pilotable. Et c'est très précisément l'éolien et le photovoltaïque. On n'a pas besoin, et l'existence de cette production renouvelable s'est traduit par le fait de devoir imposer au nucléaire une flexibilité dont il n'est pas originellement, pour lequel il n'a pas été conçu, c'est-à-dire puisque on n'est pas capable de stocker l'énergie en dehors aujourd'hui de l'hydraulique, on est obligé de donner la priorité d'accès au réseau aux renouvelables non pilotables, c'est-à-dire au photovoltaïque et à l'éolien. Ce qu'on appelle le non pilotable. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. Ouais. Au fond, produire l'électricité quand il y a du vent ou du soleil, ça arrive, on n'a pas du tout la maîtrise de cette capacité de production. Donc autant on peut maîtriser l'hydraulique, autant on peut maîtriser le nucléaire, autant on ne peut pas maîtriser le renouvelable. Et comprenons bien que c'est l'argent des Français qui est en jeu sur les 10 prochaines années, mais c'est aussi ce qui a été investi par la France sur la question du nucléaire, et Henri Proglio en parle. Si on faisait le calcul de ce qui a été investi par les Français, c'est-à-dire depuis 1946 jusqu'à nos jours, dans les capacités
de production et de distribution d'électricité. On pourrait convenir assez facilement que ça pourrait s'estimer autour de entre 1500 et 2000 milliards. Le prix de la production des barrages d'une part, des centrales nucléaires d'autre part, et des réseaux enfin, c'est à peu près de ces chiffres-là dont on parle. Les infrastructures existent, elles ont été payées. Et donc, comment ignorer cet état de fait pour dire, ah ben oui, mais bon, on ne peut pas se contenter, il faut philosophiquement faire appel aux... Non. On a fait les efforts, on a fait les sacrifices, on a investi. Tirons-en aujourd'hui le profit. On devrait avoir une énergie électrique qui aujourd'hui devrait être moins chère qu'il y a 15 ans. Et ça, on n'arrive pas à comprendre lorsqu'on est français, qu'on voit notre facture d'électricité, quand on voit qu'elle est en train d'augmenter chaque année, voire la crainte c'est de l'avoir doublée, de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, Georges Fenech, pour que la France se retrouve dans cette situation? Et il y a quand même la question de la tuyauterie européenne qui fait que comme on est effectivement dépendant du prix du gaz allemand, donc on augmente le coût de notre électricité alors que manifestement on est bien en dessous. Ce qui fait que ça a beaucoup, c'est bien ça, enfin je contrôle le spécialiste qui est Julien, mais il y a cette question-là aussi. Hein. Il y a le premier problème, effectivement, c'est qu'on a voulu faire un grand marché de l'énergie en disant ça va faire baisser les prix, mais comme dans le même temps, on a voulu subventionner les énergies renouvelables, on a beaucoup investi. Il y a aussi la question du réseau. Ce qu'on ne dit pas, c'est que quand vous faites une énergie décentralisée, vous êtes obligé de raccorder, et donc en fait, vous payez un deuxième réseau à côté du premier. Et puis deuxièmement, ces énergies dites intermittentes, elles sont couplées avec du fossile. Parce que quand on n'a pas de solaire ou pas d'éolien, il faut bien avoir... je dirais, une dépendance au gaz. Et le gaz, effectivement, on a vu l'évolution du prix. Donc, ça a un impact, je dirais, sur la formation des prix que vous n'avez pas par le nucléaire. Et moi, je prends souvent la métaphore de l'eau, vous savez, parce que les gens ne sont pas tous spécialistes. Quand vous allumez votre robinet, vous avez votre tuyauterie qui vous amène l'eau. Bon, le système électrique, c'est un peu la même chose. Donc, l'eau du robinet, c'est le nucléaire. Et quand vous n'avez pas d'eau, vous achetez de la bouteille d'Évian. Donc, évidemment... La bouteille d'Évian, ce que vous allez regarder, c'est le prix moyen, combien vous avez payé votre eau sur la moyenne. Bon, on vous dit, non, mais la bouteille d'Évian, vous inquiétez pas, elle n'est pas très chère. Oui, mais enfin bon, la question, c'est que si demain, mon système d'eau, il m'amène plus que 60% de mon eau et que je suis obligé d'acheter 40% de mon eau en Évian, ça va pas être la même chose. Voilà. Et évidemment, c'est pas la même logistique. C'est-à-dire qu'il faut des camions, etc. Il faut une organisation différente. Et donc... Est-ce que les Français veulent payer pour deux systèmes? Un système où la moitié du temps, j'ai mon robinet et la moitié du temps, c'est Monoprix ou Prix Unique qui me livre mon... je ne veux pas faire de publicité. Plus de marques. Auchan, au Carrefour, qui me livre des bouteilles d'eau. Voilà. Et je veux dire, à un moment donné, il faut mettre de la cohérence. Voilà. Le problème, en fait, c'est qu'on a masqué les prix. Donc les gens ne savent pas, en fait, combien ça coûte entre les taxes, entre les effets, etc., de dissimulation des coûts. Et donc, évidemment, on se balade dans un supermarché dont on ne connaît pas les prix. Il y a 4 jours, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, tweetait depuis quelques mois, la droite et l'extrême droite voudraient balayer tout ce qui a été construit avec le président de la République en répétant que l'écologie est un danger. Hier, ils niaient le changement climatique. Aujourd'hui, ils s'en servent pour attiser des peurs et fracturer le pays. J'ai entendu la même ministre de la Transition écologique dire du ministre de l'Intérieur qu'il s'occupe de ses affaires, qu'il s'occupe de la sécurité, parce que là, il est en train de se livrer à un populisme XXL. Madame Pannier-Runacher, il suffit d'aller sur sa page Twitter pour voir que Madame la ministre de la Transition écologique est très prolixe quand il faut parler de la question de l'immigration. Je ne savais pas que le portefeuille de Madame Agnès Pannier-Runacher était étendu aux questions migratoires, mais en septembre dernier, elle expliquait qu'elle était contre l'aide médicale d'État proposée par certains élus de droite. Elle expliquait également qu'une nouvelle loi immigration ne semble pas prioritaire, c'est en octobre 2024. Elle explique le 30 janvier sur l'immigration qu'il ne faut pas comprendre le fait d'établir un diagnostic qui ne nous plaît pas, mais qui remonte du terrain avec le fait d'agir en humanité. Bref, là aussi, elle s'exprime régulièrement sur la question migratoire. Et elle, à la différence de Bruno Retailleau, ne dirige pas un parti qui fait partie du socle commun, à savoir les Républicains. Pour Bruno Retailleau, elle n'est pas patronne de Renaissance, Agnès Pannier-Runacher, donc elle a encore moins de légitimité, si je puis dire, à parler d'autres sujets qui sont les siens que Bruno Retailleau. Bon, il y a quelque chose de politique, mais aussi de psychologique en terres macronistes. C'est cette incapacité de pouvoir échanger quand la personne n'est pas d'accord avec elle. C'est cette détestation de la contradiction, Julien Aubert.
Oui, puis je pense qu'il y a des espèces de totems. On a transformé des choses qui devraient être... Enfin, d'abord, dans ce pays, on polémique sur tout, mais des choix de politique énergétique ou écologique sont devenus quasiment des sujets religieux, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, on embrasse une espèce de religion et on n'a pas le droit d'avoir un débat. Alors moi, je trouve ça étonnant parce que ce sont les mêmes qui vous disent quand même, Retailleau, il est quand même monothématique. Hein. Il parle que d'islam, que d'immigration. Pour une fois, il vient parler de... Ah mais non, mais vous sortez de votre terrain. Donc il y a quand même une contradiction. Alors c'est vrai qu'on a un ministre de l'Intérieur et puis vous voyez bien que grâce à Mme Pannier-Runacher, on a beaucoup de ministres de l'Extérieur aussi qui ont des avis.